Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. Une semaine où je vous propose de revenir sur les faits marquants de l'année 2023. Les bouleversements économiques, ce sera pour demain. L'actualité internationale, on y reviendra mercredi. Et ce soir, notre bilan politique. Nos invités ont choisi les personnalités et les dates les plus marquantes, comme ce 16 mars où Elisabeth Borne choisit le 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites. C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Autre date marquante, le 27 juin, la mort de Nahel et les émeutes qui ont suivi dans plus de 550 villes de France, avec comme conséquence politique le Rassemblement national et Jordan Bardella qui font partie des gagnants de ces 12 derniers mois. On verra aussi comment la NUPES s'est autodétruite et à quel point Emmanuel Macron et son gouvernement sont dépendants des LR pour continuer de réformer le pays, car c'est l'actu de ce 18 décembre. La commission mixte paritaire réunie depuis 17h à l'Assemblée nationale. Tout le monde attend cette fumée blanche d'une CMP conclusive, fruit des efforts d'Elisabeth Borne pour obtenir l'accord des parlementaires républicains. Un échec est-il encore possible? À l'inverse, comment va réagir l'aile gauche des députés Renaissance si le texte se rapproche trop de celui qui avait été voté au Sénat? La majorité relative d'Emmanuel Macron peut-elle exploser? Avant d'entendre nos experts et nos envoyés spéciaux, on fait le point sur les dernières négociations avec Samia Dechia. Ils se sont retrouvés à 17h à l'Assemblée nationale. 7 députés et 7 sénateurs chargés de trouver un compromis sur le projet de loi immigration. L'avenir du texte est suspendu à un accord entre la majorité présidentielle et la droite. Je ne sais pas si je suis confiant, mais en tout cas, on va tout faire pour qu'il y ait un accord. C'est un texte de compromis, j'espère qu'il va en sortir avec des concessions de part et d'autre. Et c'est la seule façon d'y arriver. Dans ce bras de fer, la droite est en position de force. L'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi du gouvernement sans même l'examiner. Le seul texte voté par le Parlement reste celui du Sénat. Une version considérablement durcie par les LR qui risque de braquer l'aile gauche du camp macroniste. Parmi les principaux points d'achoppement, la réforme de l'AME, l'aide médicale d'État pour les étrangers. La droite accepte finalement de la reporter. Le gouvernement s'est engagé à lancer la réforme dans un autre texte examiné au premier semestre 2024. Autre point de friction, les prestations sociales. La droite veut exiger des étrangers qu'ils vivent depuis au moins 5 ans sur le sol français pour toucher les allocations familiales ou encore les aides au logement. Là aussi, un compromis semble avoir été trouvé avec la majorité. Les Républicains avaient évoqué 5 ans. Nous, on leur a dit, attention, il y a des gens qui contribuent à ces allocations familiales en travaillant. C'est pour ça qu'il y a une proposition, 30 mois pour ceux qui travaillent, 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas. Les discussions étaient plus tendues sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. L'aile gauche du camp macroniste y tenait absolument, alors que la droite en a fait une ligne rouge. Un accord serait en bonne voie. Mais rien n'était encore finalisé sur ce point avant le début de la réunion. Le gouvernement dans la main des LR, les conséquences politiques de cette commission mixte paritaire. On en débat avec Laure Salvin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice générale de Verian, ex-Kantar Public, et vous venez de réaliser une étude pour la Commission européenne sur l'opinion publique dans l'Union européenne. Bruno Cotrez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. J'accueille Rachel Bignas, bonjour. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste, spécialiste des questions d'immigration pour l'hebdomadaire Marianne. Marianne, d'ailleurs, qui consacre son dernier numéro à ce thème de l'immigration, les 5 vraies questions pour sortir de l'impasse. Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Journaliste politique. Et puis on est en direct, en duplex également avec Quentin Calmec qui est à l'Assemblée nationale pour nous faire vivre cette commission mixte paritaire. On sera avec vous dans un court instant. Quentin, mais je voudrais quand même faire un premier tour de table avec nos invités ici. Laure Salvin, ceux qui jouent le plus gros sont peut-être pas à l'intérieur de la CMP, de la commission mixte paritaire. Je pense à la Première ministre et peut-être à son ministre de l'Intérieur. Et puis par ailleurs aussi à Emmanuel Macron, certainement. On peut aller jusque-là, on est d'accord. Je crois que pour la Première ministre, qui a en plus repris les rênes sur ce sujet ces derniers jours, c'est vraiment... alors aujourd'hui...
et demain. Mais bon, effectivement, il y a déjà, il ne faut pas oublier, un premier tour qui aujourd'hui, c'est un enjeu énorme de crédibilité, notamment sur la façon de faire de la politique. Je crois que c'est un sujet qui est traité par le gouvernement depuis plus de 18 mois, le sujet de l'immigration, et on a du mal à comprendre pourquoi on en arrive là aujourd'hui, dans l'urgence, avec visiblement une suspension de séance, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour des dernières... On demandera à Quentin dans un instant. Tractation, effectivement. Donc là, c'est vraiment sur la méthode. Je pense aussi qu'Elisabeth Borne, elle va être jugée sur la méthode de faire des politiques publiques aujourd'hui. Parce que Bruno Cotresse, c'est dans le bureau d'Elisabeth Borne que tout s'est joué depuis 3-4 jours. Oui, tout est remonté au niveau de Matignon, effectivement. Alors, en partie, c'est lié au fait que les Républicains, semble-t-il, n'avaient pas une confiance optimale dans le ministre de l'Intérieur, donc il y avait remonté à Matignon. Vous dites ça en termes élégants. Voilà, mais aussi on voit bien, parce que ça concerne un domaine d'action publique régalienne extrêmement important, qu'on imagine mal que du côté de Matignon, on ne serait pas au premier rang, donc évidemment, c'est remonté au niveau de Matignon. C'est effectivement dans le bureau de la Première ministre que ces tractations ont eu lieu avec une double signification. La signification, effectivement, qu'un portage institutionnel important par la Première ministre, mais aussi la Première ministre dans son rôle, un de ses rôles principaux, qui est coordinatrice, animatrice, mais en tout cas coordinatrice de la majorité, parce qu'il va falloir sacrément serrer les rangs, sans aucun doute, demain. Oui, alors ça, on y reviendra un peu plus tard, parce que c'est l'un des enjeux à la fois de cette fin d'après-midi et évidemment de la journée de demain, en fonction de ce qui découlera de cette commission mixte paritaire. Rachel Binas, il faut rappeler qu'Elisabeth Borne, elle vient quand même de la gauche. Et quand on voit, d'après les informations qu'on a, ce qui va ressortir de cette CMP et le contenu de ce texte, il y a quelques couleuvres à avaler pour la Première ministre. C'est ça aussi le bilan de ces dernières Tout à fait. heures. Pour elle et pour toute l'aile gauche de la Macronie, si je puis dire. C'est pour ça que l'enthousiasme qu'on avait vu lors du vote de la motion de rejet était à prendre, à relativiser. Pour la gauche, vous voulez dire ? Pour la gauche. Oui. C'était une espèce de victoire à la Pyrrhus. Alors certes, sur le coup, en effet, la gifle, comme on a expliqué, avait été donnée. Mais en réalité, sur le moyen et long terme, c'est peut-être la droite et également Darmanin, parce que Gérald Darmanin incarne encore cette aile plus à droite. Il n'a pas rompu avec ses convictions et avec sa famille d'origine. C'est peut-être lui, quelque part, qui pourrait en sortir éventuellement gagnant, dans la mesure où... Tout à fait. Ça, c'est intéressant, alors qu'on le juge plutôt affaibli depuis quelques jours. Il l'est. On ne sait pas exactement quelle va être l'issue de ce texte. Toujours est-il que ce texte, qui, au départ, a été présenté à l'Assemblée de manière un petit peu plus, on va dire, assouplie, par rapport à sa version, à la version sénatoriale, mais là va revenir plutôt durci. Et en cela, ça pourrait être l'échec de l'aile gauche de la Macronie, mais aussi de la gauche dans son ensemble, qui n'est pas arrivée justement à faire de ce texte, à le transformer pour qu'il corresponde à ses convictions. La gauche relativement inaudible sur les questions d'immigration. Quentin Calmet est avec Audrey Vettaz et Reda Mrabit à l'Assemblée nationale, donc tout près de la salle où cette commission mixte paritaire se réunit. Que reste-t-il à négocier ? On parlait de ces rendez-vous qui ont lieu à Matignon, notamment une dernière fois hier soir, ce dimanche soir. Qu'est-ce qui reste à négocier ? Eh bien Thomas, ça fait même l'objet d'une suspension de la CMP. Est-ce qu'il reste à négocier ? Pour vous placer un petit peu le décor, regardez sur ces images de Reda Mrabit, effectivement, vous voyez les journalistes qui sont cantonnés à la salle des 4 colonnes. Ça change de la moquette rouge du Sénat. Et effectivement, qui sont les députés et sénateurs de la CMP qui sont réunis au bout du couloir. La réunion qui n'a toujours pas repris à l'heure où l'on se parle, car elle aura duré au final quelques minutes, 5 minutes. 17h, convocation de la CMP, 17h05, suspension de cette réunion, car très rapidement, un point a été mis en exergue comme étant problématique entre Renaissance et les LR. C'est un député d'ailleurs Renaissance qui est venu nous l'expliquer ici en salle des 4 colonnes. Cela concerne les APL, les aides au logement, en l'occurrence en cas de regroupement familial, donc un point très technique de ce texte immigration, car vous le savez, dans l'accord qui est en cours de négociation entre LR et Renaissance, il y a la conditionnalité de ces allocations à une certaine durée de
présence sur le territoire pour les étrangers. Et donc Renaissance veut en exclure les APL en cas de regroupement familial. Et cela coince avec les LR qui se seraient rendus compte de ce point juste au moment du déclenchement de la réunion de la CMP, d'où cette suspension toujours en cours à l'heure où l'on se parle. Thomas. Merci beaucoup Quentin. Évidemment, vous nous faites signe, on retourne à l'Assemblée dès qu'il y a du nouveau tout au long de ce débat. Bruno Cotresse, je reviens vers vous parce que ce qui est en train de se passer, c'est aussi la conséquence de cette pression qui a été mise par Emmanuel Macron sur Elisabeth Borne et sur ses équipes pour faire et aussi sur les parlementaires d'ailleurs pour que cette commission mixte paritaire se déroule là aussi vite. Je me souviens d'Hervé Marseille, le président du groupe Union Centriste ici au Sénat, disant mais non, il nous faut du temps. C'est pas un texte si simple à discuter dans son ensemble. Oui, parce que du côté d'Emmanuel Macron, sans doute, on souhaite avoir ce dossier un peu derrière soi. Oui. Le chef de l'État a sans doute d'autres ambitions pour son deuxième mandat que d'avoir ce point sur l'immigration. S'il veut continuer à vouloir incarner ce en même temps, il va bien falloir à un moment donné qu'il redresse un peu au centre, qu'il parle de sujets qui soient des sujets autres que de sujets régaliens. Il a sans doute cet agenda en tête. Il nous a annoncé quelque chose de grand pour le début de l'année 2024, une grande annonce ou quelque chose de très important. Donc on imagine que pour lui, c'est très important qu'au vœu du 31 décembre, il puisse dire devant les Françaises et les Français que la démocratie a fonctionné, que, au fond, dans une situation sans majorité, sa première ministre est arrivée à trouver le compromis, et donc d'envoyer un message pour 2024 qui soit un message de nouvelles réformes ou de nouveaux objectifs. C'est évidemment très important. On voit que du côté des Républicains, il y a une très forte pression de cohérence. C'est un mot qui est très souvent utilisé par Bruno Retailleau en particulier, et on voit que de leur côté, il s'agit de ne pas ouvrir la moindre brèche dans l'idée que tel élément viendrait remettre en cause cette position de fermeté qu'ils ont. On va y revenir avec Mathieu sur la stratégie des LR, mais quand même, alors Salvin, toujours sur le gouvernement, parce que depuis 48 heures, c'est peut-être la méthode Coué, mais on entend beaucoup de cadres de la majorité présidentielle ou du gouvernement dire on est confiant. Oui. Alors, peut-on les croire? Je pense qu'ils ont bien raison de dire ça, parce que s'ils disaient qu'ils étaient inquiets, ça serait on est assez d'accord. Voilà, mais ceci dit, moi, je reviens juste sur un point que Bruno soulignait. Je pense que on est vraiment en plein décalage entre ce que souhaiteraient les Français, ce à quoi ils pourraient s'attendre, et justement la volonté présidentielle d'aller vite, de faire avancer les choses, etc. Les Français, il faut quand même oublier qu'ils sortent, comme les Européens d'ailleurs, d'une période après Covid, après conflits internationaux, après inflation massive, etc., d'une crise sans précédent. Et donc, quand on les interroge... Les crises succèdent aux crises. Exactement. Et quand on les interroge, si on leur demande est-ce qu'il faut qu'on continue à avancer vite, qu'on continue à réformer le pays, etc., les Français, ils sont plutôt attendez, faites une pause. En fait, on a besoin de souffler. Et là, on voit qu'effectivement, le président il est complètement en décalage avec les Français. Mais quand je dis les Français, c'est aussi certainement les députés, parce que finalement, les députés, les sénateurs sont des Français comme les autres. Mais si je vous posais la question de la confiance des cadres, effectivement, ils ne peuvent pas dire autre chose, mais elle peut aussi ne pas être conclusive, cette commission mixte paritaire. Absolument. Enfin, à l'heure où on se parle, c'est encore une hypothèse. C'est pas l'hypothèse la plus évidente, mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse comme, effectivement, alors j'avoue que dans les mémoires des sondeurs, on a souvent aussi le 21 avril en tête. Oui. Voilà, ça reste, il ne faut pas sauter le premier tour, en fait. Et là, effectivement, il est encore possible que ça n'arrive pas. Est-ce qu'ils disent ça par prophétie autoréalisatrice? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'ils ont envie aussi d'y croire. Pourquoi? Parce que s'ils n'y croient pas, en fait, on peut. Là, pour le coup, c'est une vraie crise, plus qu'une crise démocratique, c'est une crise gouvernementale monumentale, et effectivement, avec des conséquences qui risquent d'être beaucoup plus larges que seulement, la démission de la Première ministre, par exemple, ou de Gérald Darmanin. Bon, donc on est au soir du premier tour, si je vous entends bien. Au soir du premier tour, exactement. Mathieu, les LR, parlons des LR, ils tiennent leur revanche? Oui, c'est un peu Noël avant l'heure pour Éric Ciotti et ses lutins. La droite avait démarré l'année de la pire des manières, souvenez-vous, avec la réforme des retraites qui avait jeté une lumière crue sur ses divisions internes, sur son absence de responsabilité, sur son absence de crédibilité, sur son absence de fiabilité. Pour ceux qui auraient la mémoire courte, je rappelle quand même que la droite, dont tous les candidats promettaient depuis 20 ans la retraite à 65 ans et dont les sénateurs votaient chaque année une proposition de loi en ce sens, avait fini par se débiner piteusement à l'Assemblée pour un projet de loi qui ramenait
la retraite à 64 ans. Et les voilà aujourd'hui, donc, cette droite qui était un peu déconfite, décomposée, dictant leur ligne sur ce projet de loi immigration, une ligne dure, on l'a dit en l'occurrence, tenant dans leurs mains la majorité qui est bien obligée de composer, le tout au prix de manœuvres politiciennes, certes, mais comme on dit au football, seul le résultat compte. Et l'histoire retiendra donc que c'est leur texte qui s'impose. Quand même pas mal pour un parti qui n'avait pas dépassé la barre des 5% à la dernière présidentielle et qui compte le groupe parlementaire le plus famélique de son histoire à l'Assemblée. Cerise sur le gâteau, ils sont même parvenus à faire mordre la poussière à un ancien transfuge qu'il s'était mis à détester, Gérald Darmanin. Est-ce que pour autant on peut parler d'une victoire sur toute la ligne ? Tout ceci n'est pas gratuit quand même. Et pour les LR, l'addition peut quand même être assez salée. D'abord, je le disais, sur la forme, les coups tactiques successifs, d'accord, ça se révèle payant au final, mais ça souligne quand même... quoi qu'en dise Bruno Retailleau, une absence de cohérence ou de fiabilité pour cette formation politique qui était quand même un ancien parti de gouvernement. Sur le fond ensuite, en décalquant un grand nombre, pour ne pas dire la totalité, des propositions du RN en matière d'immigration, les LR ont pris le risque de se lancer dans une forme de surenchère qui pourrait se révéler à terme mortifère, les lecteurs finissant toujours par préférer l'original à la copie, selon l'expression consacrée de Le Pen père. Et puis, depuis qu'elle a été chassée du pouvoir en 2012, la droite n'a pas travaillé, elle n'offre ni regard neuf sur les évolutions de la société, ni de solutions nouvelles pour répondre aux enjeux actuels ou futurs. Autant d'impasses que leur victoire sur ce texte d'immigration qui était quand même, je le rappelle encore, un copier-coller de beaucoup de propositions de Marine Le Pen. Autant d'impasses que cette victoire ne saurait masquer. Est-ce qu'elle a su reconstituer son unité ? Alors oui, pour ce qui est ici au Sénat, mais ça reste encore à démontrer à l'Assemblée, où son groupe reste éclaté entre les macro-compatibles. Vous vous souvenez des 17 signataires d'une tribune il y a 15 jours dans la presse, les légitimistes, c'est-à-dire ceux qui obéissent encore à Éric Ciotti et Olivier Marleix, et les auto-entrepreneurs, comme le député du Lot Aurélien Pradier, qui votent comme ça leur chante, y compris si la partition est différente. Raison pour laquelle le vote de demain sera particulièrement scruté dans la majorité, mais aussi chez les LR. Alors, on va parler ensemble des LR. Avant ça, vous avez cité évidemment Bruno Retailleau. On écoute une des dernières réactions du président du groupe LR ici au Sénat. Si le texte sert de très très près le texte du Sénat, si la boussole de ce texte c'est celui du Sénat, alors il n'y aura pas de problème. Ni au Sénat, bien entendu, ni à l'Assemblée nationale. Il y aura une très petite minorité qui pourrait soit s'abstenir ou ne pas le voter. Mais très franchement, si c'est le texte du Sénat, le gouvernement met de son côté un atout pour le vote ensuite à l'Assemblée nationale. Rachel Binas, Mathieu faisait référence à l'original et à la copie et au duel entre LR et Rassemblement National. Le RN n'a qu'un représentant dans cette CMP. Il y a là une opportunité pour le parti LR, pour les Républicains ? Bien sûr, alors moi, je serais moins sévère. Je ne dirais pas que les Républicains n'ont pas travaillé. Au contraire, là où ils ont une carte majeure à jouer et qu'ils jouent, c'est qu'ils ne laissent pas le monopole de la droite à Emmanuel Macron. C'était ça le risque pour les LR. C'était d'être complètement liquidés, justement, après ce qu'on peut qualifier de fiasco ou d'échec à la campagne présidentielle. Or, ils ne se laissent pas faire. Alors, d'aucuns diront que c'est peut-être le dernier chant du cygne, mais toujours est-il qu'au Sénat, ils ont travaillé et que Bruno Retailleau travaille également ces questions, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est un fin connaisseur. Il y a des gens comme Stefanini derrière qui sont des experts de ces questions-là. Par exemple, la tentative... Est-ce qu'ils font exister, pardon de vous interrompre, est-ce qu'ils font exister une ligne sensiblement différente, c'est un peu ce sur quoi insistait Mathieu Croissant, de celle du Rassemblement National ? Alors, si vous voulez, bien sûr qu'il y a des sujets, il y a des points qui viennent se croiser, mais c'est eux, par exemple, qui ont profité de leur niche parlementaire pour tenter de dénoncer les fameux accords franco-algériens dont on a pas mal parlé. C'est eux, aujourd'hui, qui décident de se lancer contre l'aide médicale d'État en la réduisant, on va dire, à de l'aide médicale d'urgence. On y consacrera un programme de Marine Le Pen. Bien sûr. Ensuite, est-ce que qui a commencé, qui est le premier, c'est autre chose. Mais on les entend quand même beaucoup sur les titres, sur les régularisations, on entend quand même beaucoup la droite. Ensuite, expliquer que qui copie l'un, qui copie l'autre, c'est peut-être qu'on a tout simplement oublié que c'est l'ADN de la droite d'avoir ce type de position. Dans l'histoire de la droite, c'est pas des positions qui sont complètement exotiques et qui sont folkloriques. Ça fait partie de cet ADN-là. Et peut-être que jusque-là, on l'avait oublié, mais il se rappelle au bon souvenir des politiques de gauche ou du centre. Bruno Cotresse, est-ce que les électeurs du Rassemblement National ou les sympathisants du parti LR ou les sympathisants LR
va élargir. Ils attendent une sorte de preuve d'efficacité sur cette question de l'immigration. C'est très important, oui, c'est très important. D'abord, il faut rappeler que toutes les enquêtes d'opinion montrent que les sympathisants des Républicains sur ces questions sont aujourd'hui plus proches des sympathisants Rassemblement National que des sympathisants Renaissance, le parti présidentiel. C'est pas la même chose sur l'économie. Sur les questions régaliennes, c'est clairement ce qui se passe. Et effectivement, il y a la question de l'efficacité parce que... Prouvez-nous que vous pouvez peser, quoi. Prouvez-nous que vous pouvez peser, mais il y aura aussi la question de l'efficacité de ces mesures entre aujourd'hui et l'élection présidentielle. Parce qu'un effet inattendu de ce qui est en train de se passer pourrait être, par exemple, d'obliger du coup le Rassemblement national à se extrémiser à nouveau sur ces questions. On a beaucoup dit que Éric Zemmour avait recentré Marine Le Pen, etc. Mais si au fond, les Républicains aujourd'hui ont des positions qui étaient avant celles du Rassemblement national, est-ce que ça ne va pas conduire le Rassemblement national, dans la perspective de 2027, de se, entre guillemets, radicaliser sur ces questions dans une logique de concurrence avec Zemmour qui sera toujours là sans aucun doute, ou Marion Maréchal. Et donc ça, c'est peut-être le vrai pari stratégique que font les Républicains, de dire il faut qu'on réoccupe effectivement ça, de manière à rebasculer le Rassemblement national vers des positions qui vont apparaître trop extrêmes, pas compatible avec l'exercice du gouvernement. Alors on parlait de la gauche. Une réaction justement d'une sénatrice socialiste, la sénatrice socialiste de Paris, Marie-Pierre de la Gontrie. Pour elle, la droite s'est couchée devant le Rassemblement national. On l'écoute. La droite s'est couchée devant le Front national. C'est-à-dire qu'on l'a vu au Sénat, la droite sénatoriale, la droite française, qui a une tradition pourtant par rapport à cela, a décidé de rompre cette digue qui existait encore et de mettre en place effectivement tous les dispositifs à sa disposition de mise en place d'une préférence nationale. Et ce qui est assez inquiétant, c'est de voir qu'effectivement le gouvernement semble vouloir un texte, quel que soit son contenu, même si la droite décide de dériver vers cette extrême droite. Et ce qui est assez curieux, bien évidemment, c'est la position des macronistes, nous verrons tout à l'heure, mais c'est aussi la position des centristes, dont ce n'est pas l'histoire. Marie-Pierre de la Gontrie qui participe à cette commission mixte paritaire. Laure Salvin, comment les Français perçoivent justement ce thème d'immigration? D'abord, est-ce que c'est remonté dans les préoccupations des Français? Peut-être à la faveur de cette actualité. Et ensuite, effectivement, est-ce qu'ils ont le sentiment d'une gauche inaudible ou d'une droite trop proche du Rassemblement national? Comment vous l'avez analysé, ça? En fait, effectivement, on voit depuis plusieurs mois que le sujet de l'immigration remonte au niveau, vous voyez, à peu près de 2015, et de la crise migratoire. Oui. Donc là, aujourd'hui, dans la dernière enquête que nous avons réalisée pour la Commission européenne, justement, c'est la troisième préoccupation des Français. Derrière le pouvoir d'achat et la santé. Alors qu'il y a encore quelques années, c'était plutôt dans les 5-6e préoccupations. Donc là, il y a vraiment un enjeu. Le problème, moi je dirais, pour les Français, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle du sujet de l'immigration. Est-ce qu'on parle du sujet de l'immigration clandestine ? Et en gros, les Français, quand on leur pose la question de l'immigration, c'est vraiment en numéro 1 ce qui arrive. Est-ce qu'on parle de l'intégration? Et ça arrive plutôt en 3e position. Est-ce qu'on parle du coût économique? Enfin, vous voyez, il y a plein de sujets et plein de ramifications sur ce sujet de l'immigration. Donc aujourd'hui, les Français, ce qui est certain, c'est qu'on voit dans les enquêtes d'opinion se montrent beaucoup plus radicaux qu'il y a quelques années sur tout ce qui est régulation, contrôle, sortie du territoire et retour aux frontières. Et là, en ce sens, on pourrait dire que l'opinion des Français est plutôt et de plus en plus d'accord d'ailleurs avec les idées du Rassemblement national. Vous savez, on vient de sortir le baromètre de l'image du Rassemblement national pour le Monde et France Info. Et justement, c'est la première année depuis 1984 où on a une majorité de Français qui considèrent que le RN n'est pas un danger pour la démocratie. Et donc effectivement, quand on dit et quand les différents hommes et femmes politiques disent effectivement le risque, c'est que finalement on fasse le jeu du RN ou que on en arrive à calquer les positions des Républicains sur celles du RN, mais en fait
pour les Français, une majorité de Français, ça ne pose pas forcément de problème. Donc c'est là aussi où il faut qu'on fasse attention à nos arguments, parce qu'on risque aussi de stigmatiser une partie de la population qui ne va pas comprendre pourquoi on utilise tel et tel argument, alors que ce n'est pas du tout en phase avec ce qu'ils pensent. Non, je parlais d'identité politique, je parlais pas j'avais pas d'anathème mot. Il se trouve que c'est un projet qui est quand même très très à droite, et dont beaucoup de propositions figuraient, je le rappelle, dans le programme de Marine Le Pen. Alors oui, c'est vrai que vous avez raison de souligner que Bruno Retailleau est un fin connaisseur de ces problématiques d'immigration. Je disais, il n'y a pas non plus une nouvelle approche, il n'y a pas non plus de nouvelles mesures. Les seules mesures qui sont sorties sont des mesures de durcissement des conditions actuelles qui existaient. Alors que ce soit sur la déchéance de nationalité, par exemple, ça existe dans le droit français, c'est appliqué au compte-gouttes. Alors là, on veut le faire pour les auteurs de crimes contre les représentants des forces de l'ordre, mais Marine Le Pen l'avait aussi dans son programme, que ce soit sur la préférence nationale. Et c'est vrai que ce problème d'allocation sociale qui est, je rappelle que ça concerne les étrangers en situation régulière, qui travaillent et qui ne pourraient les toucher qu'au bout de 5 ans dans la version de la droite. Ce qui est le cas pour le RSA, mais ce qui n'est pas le cas forcément pour toutes les autres allocations, notamment les allocations dites contributives, c'est-à-dire celles pour lesquelles, quand on est salarié, on cotise et on devrait pouvoir avoir droit. Enfin, ça crée une différence entre le fait qu'on soit français ou étranger. Bref, donc une forme de préférence nationale. Tout ça est quand même teinté. On peut, je ne le dis pas d'un point de vue moral, encore une fois, chacun peut avoir ses convictions, mais d'un point de vue originalité, c'est quand même très très teinté. C'est là où l'explication, alors elle convainc ou elle ne convainc pas, de Bruno Retailleau notamment là-dessus, est assez fine. C'est-à-dire qu'il déplace. Il se justifie d'une autre manière. Il ne va pas dire, bien sûr, mais nous draguons un électorat qui était jusque-là perdu, ou alors nous répondons à des attentes dans nos circonscriptions qui peuvent remonter. Il dit, et c'est malin, c'est le résultat d'une comparaison européenne. Quand on compare la France aux autres pays de l'Union européenne, on se rend compte sur l'AME, sur le regroupement familial, sur les conditions de langue, etc., qu'on fait partie des pays les moins exigeants ou les plus souples. Et c'est pour une mise à niveau... Ou les plus généreux, on pourrait dire aussi. Exactement. Pour une mise à niveau avec l'ensemble de nos voisins que l'on tend vers ce type de mesures. C'est assez malin dans l'argumentation. Bruno, votre avis ? Voilà, il y a à la fois cet argument et puis il y a quelque chose qui est vraiment très important, qui revient chez lui sans cesse, qui est cette exigence de cohérence. Voilà, et donc d'où l'idée de faire monter les enchères, par exemple sur l'AME. Et on voit bien que sur la question de l'AME, il y a à la fois la volonté pour les Républicains de ne pas apparaître un jour comme, entre guillemets, les dindons de la farce, c'est-à-dire d'avoir aidé le gouvernement aujourd'hui pour découvrir dans quelques semaines que sur l'AME, au fond, ça ne va pas du tout dans les directions souhaitées par les Républicains. Et puis la question de la cohérence, parce que beaucoup d'électeurs de droite ont dit, finalement, quand la droite était au pouvoir, elle ne faisait pas les idées de la droite. Nicolas Sarkozy a beaucoup reçu ses critiques. Après 2012, beaucoup de sympathisants des Républicains disaient, voilà, la droite, elle ne sait pas appliquer les mesures de la droite quand elle gouverne. Donc on voit que c'est une question effectivement de retisser une identité politique pour les Républicains. Ils adoptent une stratégie politique assez classique dans la vie politique, qui est ce qu'on appelle la triangulation, aller chercher dans le camp d'en face ou chez ses concurrents des arguments, se les réapproprier. Après, il faut la crédibilité. Eux, ils sont encore perçus quand même par l'électorat comme un parti qui parle de la loi, de l'ordre, de la sécurité. Donc c'est pas une triangulation si incohérente que ça. Alors, vous parliez de l'aide médicale d'État. Effectivement, les LR ont fait monter en quelque sorte les enchères avec le gouvernement sur ce thème. Ils réclamaient un engagement écrit de la Première ministre pour réformer cette AME au mois de janvier, c'est-à-dire elle serait sortie du texte, là discuté en CMP pour être consacrée avec un texte en soi au mois de janvier. Écoutez sur ce thème la députée LR Annie Genevard qui participe à la commission mixte paritaire. L'AME, l'aide médicale d'État, est en effet ce qu'on appelle un cavalier législatif. Il n'est pas tout à fait dans le périmètre de la loi, mais en même temps, le problème est très important. Aujourd'hui, les Français ont du mal à se soigner et comprendraient mal que certains souhaitent traiter, notamment les étrangers en situation irrégulière, accèdent au même panier de soins qu'eux-mêmes pour lesquels c'est devenu difficile. Donc ce sujet est très important. La Première ministre s'est engagée à nous écrire pour nous dire que ça ferait l'objet d'un texte dédié sur la base du rapport Stefanini-Evin. Bon, aujourd'hui, ce que nous voulons, ce que nous attendons dans cette lettre, c'est que le gouvernement s'engage à réformer l'AME, non pas pour en élargir le périmètre, mais pour en diminuer précisément le périmètre.
Lettre qu'Elisabeth Borne a envoyée à Gérald Darmanin dans l'après-midi. Elle s'engage à ce qu'il y ait un texte. J'ai dit Gérard Larcher. Merci beaucoup, Elsa Dariula, qui est la rédactrice en chef de l'émission, qui m'a immédiatement corrigé. Merci Elsa, heureusement que tu es là. Donc envoyé à Gérard Larcher, évidemment, et ça n'est pas du tout la même chose, engagement à mettre cette réforme de l'AME au programme dès le mois de janvier. Peut-être Rachel Binas, parce que notre débat il est beaucoup sur la stratégie politique, mais aussi sur le contenu du texte. Vous disiez tout à l'heure, la France est peut-être la plus souple des pays européens. C'est vrai aussi pour l'AME, si on compare ce qui existe ailleurs, l'aide médicale d'État. Alors, il y a un rapport publié en 2019 par l'Inspection des finances et des affaires sociales qui notait que nous étions, alors je cite, l'un des pays les plus généreux de l'Union européenne. Bon, sans doute le plus généreux pour plein de raisons. On ne met plus depuis 2012 en place un ticket modérateur, comme ça a pu être le cas. C'est le cas en Espagne, ça peut être le cas également en Italie, c'est plus le cas. Et en effet, on a un panier de soins qui ressemble fortement au panier de soins du cotisant classique traditionnel. À ce titre, on ne se contente pas de l'AMU, l'aide médicale d'urgence. Nous, on est bien plus généreux. Deux chiffres sans noyer le téléspectateur, mais qui permet de montrer un petit peu l'évolution et les enjeux, parce que... Depuis sa création, c'est exactement. Ça ? C'était quand ? 1999-2000, on va dire 99-2000, on doit ça à Martine Aubry et Gérard Kouchner. Environ 80 000 personnes en bénéficiaient à cette époque pour un coût de 139 millions d'euros. Aujourd'hui, on atteint environ 400 000 bénéficiaires pour une dépense d'environ 1,2 milliard d'euros. C'est le milliard le plus scruté de France par notamment la droite. C'est un enjeu extrêmement important. Le gouvernement, au départ, ne souhaitait pas mettre ce sujet sur la table. Il y a un an et demi, au début de la loi Asile-Immigration. Et puis, maintenant, la droite pousse. Elle travaille dessus depuis un certain nombre d'années. Je pense au rapport, par exemple, de Véronique Louwagie, députée de l'Orne, qui publie des rapports sur ce sujet. C'est un point de crispation extrêmement important au sein même de la Macronie. Alors, ce qui est passionnant, justement, sur les enjeux de cette fin d'après-midi, c'est qu'il y a d'abord, vous nous dites, premier tour ce soir, cette commission mixte paritaire, c'est toujours suspendu d'ailleurs. Est-ce qu'elle sera conclusive ? Ensuite, bon, imaginons qu'elle le soit, il y a le deuxième tour à l'Assemblée et au Sénat demain pour voir si le texte va être voté ou pas et s'il va fracturer la majorité présidentielle. Mais on peut même là rajouter un troisième tour avec ce texte sur l'aide médicale d'État en janvier, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets, alors Salvin. C'est-à-dire que ce risque d'implosion au sein même de Renaissance, on va avoir peut-être une réponse demain, il y en aura une autre en janvier. Absolument, et je ne suis pas sûre effectivement que le gouvernement avait mesuré à quel point ce sujet était explosif. Je me souviens, il y a un petit peu moins d'un an, on discutait, on finalisait les retraites. On discutait ici des retraites, de la façon dont le gouvernement avait mis en place les retraites, et l'immigration arrivait à bas bruit. Et justement, on disait, en fait, ils sont en train de refaire les mêmes erreurs que sur les retraites. C'est-à-dire partir bille en tête sur un texte, sur des mesures, sans forcément expliquer et faire de la pédagogie sur le projet de société qu'ils dessinent à travers ce texte. Et là, donc, moi, c'est pas le en même temps qui me gêne, c'est le en même temps sans sens, vous voyez ? C'est-à-dire que là... Sans cap. Sans cap. On voit pas, effectivement, quel est le projet pour la société. Et comme ce sont des sujets extrêmement sensibles, qui touchent à nos valeurs, justement, à nos valeurs d'accueil, d'identité, etc., au moins le troisième tour de janvier, quelque part, ou février, il aura un seul sens, vous voyez. On pourrait aussi considérer, alors ça va, que le cap, c'était justement d'avoir un texte équilibré, avec une partie incarnée par Gérald Darmanin, une autre par Olivier Dussopt. Enfin voilà, en l'occurrence, on se rend compte que ça ne marche pas. Ça donne effectivement un qualificatif à la réforme qui est équilibré, mais ça ne donne pas le sens profond et puis surtout, les valeurs auxquelles il se rattache. Et moi, je crois que ce qui manque aujourd'hui aux Français aussi, c'est de pouvoir se dire... Cette politique publique, elle est mise en place pour tel projet de société et pour finalement la France de dans 10 ans, quoi. Mathieu. C'est quand même assez habile, cette histoire de sortir l'AME du texte. D'abord parce qu'il y avait de fortes chances que ce soit censuré par le Conseil constitutionnel. On entendait le son de Dany Genevard qui rappelait que c'est ce qu'on appelle un cavalier législatif. En gros, quand un sujet n'a rien à voir avec la choucroute, on l'a rajouté dans le texte. Fait censurer. Ensuite, parce que, Elisabeth Borne a demandé aux ministres concernés, comme elle le dit dans son courrier, de prendre des mesures soit réglementaires, soit législatives,
pour réformer l'AME. Je veux dire, si ce projet se plante, ça n'indiquera pas le gouvernement. Je veux dire, il n'y tient pas comme à la prunelle de ses yeux. Donc si la majorité scindait en janvier sur un vote, ou un peu plus tard, sur la réforme de l'AME, ça serait moins problématique pour Emmanuel Macron que si ce projet-là ne passe pas devant. Alors il y a un autre enjeu évidemment dans cette loi. Dans combien de débats on en a parlé de la régularisation des étrangers qui travaillent dans des secteurs en tension. Le ministre de l'Intérieur, il est revenu sur le texte. Alors le texte retouché par les sénateurs, donc l'article 3 devenu article 4 bis. Gérald Darmanin. Les étrangers qui respectent la loi et qui travaillent sont les bienvenus dans la communauté nationale. Les étrangers qui ne respectent pas la loi, qui sont des tueurs, qui ne respectent pas les valeurs de la République, doivent être exclus du territoire national. Ça sera à la discrétion du préfet. Donc il faut que l'on régularise, il faut qu'on accompagne ceux qui veulent travailler en France, qui travaillent dans nos restaurants, qui travaillent dans le BTP, qui travaillent durement dans l'agriculture. Ceux-là, je pense qu'ils sont les bienvenus dans la communauté nationale. Et effectivement, ce sera à la discrétion du préfet. Et dans les métiers dits en tension, tout le monde voit qu'il y a des endroits où on n'arrive pas assez à recruter et dans des zones géographiques spécifiques. Et puis tous ceux qui ne respectent pas les règles de la République doivent être exclus. Ce texte y prévoit quoi? Qu'on puisse régulariser la nourrice, celle qui travaille auprès de vos enfants, l'ingénieur, le serveur, le médecin, et puis qu'on puisse exclure enfin le criminel. Et on retrouve l'analyse du départ, Mathieu 1, le méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Rachel Binas, il y a aux abonnés absents le patronat sur ce débat. Alors que le patronat, on peut dire, n'a pas été, a été tendre avec le gouvernement, a été tendre avec le patronat depuis le début du premier quinquennat Macron. Ça fait partie de la logique, on va dire, libérale du président de la République. Et là, ils ne répondent pas présents au moment où ils ont peut-être le plus besoin d'eux. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on peut entendre certaines branches s'exprimer. On a entendu la restauration, par exemple, qui appelait de ses voeux une régularisation. Ça peut permettre à certaines branches, pas seulement, je pense pas forcément à la restauration, mais de se faire l'économie d'une réflexion sur ses propres conditions de travail, en se disant qu'une main-d'œuvre justement extérieure à la France pouvait être de bonne aloi. Soit dit en passant, en effet, le MEDEF est assez discret, et assez discret depuis le début. Alors il y a eu des changements au sein aussi de... Oui, il y a un nouveau président du MEDEF. Exactement, qui se veut un peu plus social, disons, et qui certainement n'est pas forcément convaincu par cette immigration qui viendrait en France. Il faut dire que on a certains rapports là-dessus, si on fait une petite comparaison avec les pays de l'OCDE, on a une immigration qui est parmi la moins qualifiée de l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc qui peut avoir des difficultés à s'intégrer. Pour beaucoup qui ne maîtrisent pas, je pense par exemple aux demandeurs d'asile qui obtiennent même l'asile, qui ne maîtrisent pas leur propre langue maternelle en écriture et en lecture, ce qui peut rendre compliqué l'apprentissage du français. Donc toute une partie du patronat explique de manière plus ou moins officielle qu'elle préférerait quelque part que l'on forme les Français qui sont aujourd'hui sans qualification ou sans emploi, plutôt que faire venir une main-d'œuvre qui ne correspond peut-être pas aux besoins du marché. Mais en effet, le seul moment où on les a un tout petit peu entendus, c'est sur la question du français, parce qu'il était question, et leur premier réflexe a été de s'opposer, d'apprendre le français sur les heures de travail. Oui. Leur premier réflexe a été de dire non. Finalement, ils se sont assouplis là-dessus. Mais en effet, on ne peut pas dire qu'ils marchent main dans la main avec le gouvernement. C'est le moins qu'on puisse dire. Bruno Cotresse, je reviens sur le destin de Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur, qui a présenté sa démission, j'allais dire une première fois, au président de la République, démission refusée. Imaginons, encore une fois, l'hypothèse n'est pas la plus plausible, mais que cette commission mixte paritaire, a priori, on va retourner voir Quentin Calmet dans un instant, mais la suspension de séance dure assez longtemps, malgré manifestement. Imaginons que cette CMP ne soit pas conclusive. Qu'est-ce qui peut se passer derrière? Est-ce que un Gérald Darmanin peut sauter, pardon d'être un peu trivial, sur ce texte, sur cette absence de réforme? Ce qui est certain, c'est qu'il ne pourrait pas présenter une deuxième fois sa démission, parce que là, elle serait bien évidemment acceptée. Il est impossible au chef de l'État 2 fois de refaire le même scénario. On sait que le chef de l'État n'aime pas agir sur la composition du gouvernement dans l'immédiat. Sous la contrainte. Voilà, ça donne le sentiment de dramatiser, ça donne le sentiment de reconnaître un échec, bien évidemment.
J'imagine que si tel devait être le cas, ça ne peut être fait que dans une recomposition un tout petit peu plus large. Ça ne peut pas être simplement enlever le ministre de l'Intérieur, parce que même si on lui substituait quelqu'un d'autre, le problème politique reste entier. Si jamais la CMP n'est pas conclusive, ça veut dire que l'accord n'a pas pu être trouvé avec les Républicains, et ce n'est pas le fait de remplacer le ministre actuel par un autre qui va régler le problème. Et lui, il est parmi les anciens républicains qui travaillent avec Emmanuel Macron, il est quand même celui qui est le mieux à même, normalement, de trouver cet accord. Il a toujours investi les questions de sécurité, il a toujours voulu incarner un positionnement dans le droit fil de Nicolas Sarkozy sur ces questions. Donc on s'imagine que si lui n'y arrive pas, on imagine mal quelqu'un d'autre. Alors, on retourne à l'Assemblée nationale, retourner voir Quentin Calmet, qui est avec Audrey Bétaz et Reda Emrabit sur place. Donc, Quentin, vous nous confirmez que cette suspension de séance, qui est intervenue très très vite, elle continue ? Exactement, ça fait plus d'1h30, 1h40 même que cette suspension de la réunion de la commission mixte paritaire est en cours. Elle a duré effectivement 5 minutes, cette réunion de la CMP. Au bout de 5 minutes, après l'appel en fait des membres de la CMP, il y a eu cette suspension et les LR qui seraient dans une salle qui jouxte la salle de la CMP pour discuter entre eux. Et ce que l'on voit depuis maintenant 30 minutes, ce sont des parlementaires de gauche qui se succèdent ici en salle des quatre colonnes ici à l'Assemblée nationale où les journalistes sont réunis, et ces parlementaires de gauche, que ce soit les socialistes, les communistes, les écologistes, ils dénoncent ce qui se joue autour de cette CMP. Ils appellent même à suspendre la CMP et à la reprendre après les vacances de la suspension pour Noël. C'est le cas par exemple de Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Il a eu cette expression parce qu'on lui demandait aussi est-ce que c'est pas une mise en scène, cette suspension et ces désaccords entre LR et Renaissance. Il a dit si c'est un théâtre d'ombre, le spectacle n'a pas encore commencé. Merci beaucoup Quentin, vous m'offrez la transition. On va écouter tout de suite le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. C'est un scandale, je veux dire, les administrations ont travaillé, il y a eu des négociations qui ont eu lieu pendant 4 jours avant la CMP, et aujourd'hui, on commence par une suspension de séance qui est encore en cours, donc ce n'est pas acceptable. Donc si la majorité et la droite qui veulent un accord entre eux ne sont pas d'accord, qu'ils reportent le dossier, et puis on se reverra plus tard. Bruno Cotresse, les leaders de la gauche s'expriment là dans la salle des 4 colonnes, mais ils ne pèsent pas suffisamment lourd au sein de cette commission mixte paritaire. Non, normalement, cette commission mixte, elle est clairement dominée par le centre droit à la droite. Voilà. Donc effectivement, la gauche regarde plutôt. C'est bizarre d'ailleurs la réaction du sénateur Kanner qui demande à ce qu'on remette ça au lendemain, parce qu'évidemment, on imagine bien que si tel devait être le cas, d'une certaine manière, ça enterre un petit peu le dossier. Emmanuel Macron a dit que si ça passait pas en CMP, de toute façon, lui pensait plutôt retirer son projet. Alors Salvin, est-ce que c'est la capacité, je continue de me projeter, d'Emmanuel Macron finalement à réformer le pays qui est en train de se jouer, très clairement ? Absolument, effectivement. Lui, il a pour ambition de continuer à réformer le pays. Je pense qu'il va peut-être un petit peu trop vite, il va aller un petit peu trop vite. Et là, on voit bien, même plus largement que la réforme du pays, je pense que c'est aussi la capacité à mettre en place des politiques publiques qui puissent être votées dans un Parlement qui, évidemment, n'a pas la majorité absolue. Et puis, c'est aussi également la capacité à trouver des compromis. Et donc, effectivement, on le rappelait, des compromis, ça peut coûter cher. La capacité à trouver des compromis au cas par cas avec les différents courants politiques aujourd'hui en France. Je pense que si on avait une dissolution demain, je pense que ça ne résoudrait pas beaucoup la situation politique. Et on n'a pas encore trouvé vraiment la clé, justement, pour pouvoir faire de la politique autrement avec cette configuration-là qui est vraiment très particulière. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt sur Public Sénat.